Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis Marion Baziro, journaliste pour Vitisphère et je suis ravie d'animer aujourd'hui ce 5e épisode des webinaires techniques réalisés en partenariat avec l'IFV. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà commencé les traitements, un voire 2 traitements, et aujourd'hui l'idée donc c'est de se concentrer sur la pulvérisation. On va avoir 2 experts avec nous qui vont nous expliquer quel bus choisir pour limiter la dérive sans perdre en efficacité de traitement. Il est juste 17h01. En attendant que tout le monde arrive, je vous propose de nous dire dans le chat d'où vous venez et quel temps il fait chez vous, par exemple. Moi, je suis à côté de Montpellier et là, ça se calme, mais il a plu toute la journée. Et j'avais la lumière allumée depuis 15 heures, donc c'était la joie. Mais bon, c'est bon pour le vignoble. Et vous pouvez aussi nous dire si vous avez commencé à traiter, éventuellement contre quoi. Pour rappel, si jamais vous êtes perdu parmi tous les logiciels de visio sur GoToWebinar, il faut aller chercher la console à droite, cliquer sur la flèche orange, poser votre question et cliquer sur envoyer. Et d'ailleurs, vous pourrez poser toutes vos questions tout au long des présentations et on gardera un bon quart d'heure à la fin pour y répondre. Sinon, sachez que si jamais il y en a qui ont des difficultés de son ou d'image, il ne faut pas hésiter à nous en faire part et on volera à votre secours. Alors, qui est là? J'ai Monsieur Bertrand de Frontignan. Il pleut, je vous apprends rien. Effectivement, je suis sur 7, donc on est voisins. Bonjour du Beaujolais. Il pleut depuis ce matin. Premier traitement prévu ce mercredi. Dylan Bertrand. Ah, premier traitement pas encore réalisé. Sud Ardèche, 20 mm. Benjamin Bertrand nous dit « Nous avons fait un traitement contre l'oïdium et le mildiou ». Bernadette nous dit « Bonjour, je suis en région parisienne ». Ah, une parisienne. Et il fait beau, mais la pulvérisation est plutôt calme. Sinon, je m'occupe des normes volontaires sur les buses. Paul Armel, en Gironde, il nous dit « Je l'ai perdu, Paul Armel ». Il nous dit « Soleil aujourd'hui ». Après une pluie de plus de 25 mm hier soir. Et effectivement, j'ai vu qu'il y avait alerte orage et grêle ce week-end à Bordeaux. À Pomerol-Saint-Émilion, Léna nous dit temps variable aujourd'hui après un orage hier soir. Déjà 3 traitements ici. J'espère que vous êtes tous passés au travers de la grêle. On a un Montpellierin, Mathieu Kazmierski, qui nous dit « Belle pluie aujourd'hui ». Ah, c'est la société Permagro. On accompagne les viticulteurs à cartographier leur ZNT et l'impact sur leur parcellaire. Allez, je vais en prendre un ou deux encore. Francis Le Pouget, 49 mm. Laurent Sylvain nous dit « Traitement 2 prévu jeudi matin ». On a aussi Anne, consultante en agroécologie. Bon, je pense que tout le monde est plus ou moins arrivé. Il est 17h04. On va commencer. Je vais demander à Adrien Vergès de l'IFV et à Renaud Cavalier de la Chambre d'agriculture du Gard d'allumer leur caméra. Bonjour, messieurs. Bonjour. Et donc, Adrien et Renaud sont tous les deux des experts de l'agroéquipement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, posez-leur vos questions tout au long des présentations. Ils y répondront à la fin. Si vous voulez, vous pouvez dire à qui votre question s'adresse en particulier. Voilà. Et sans plus attendre, je cède du coup la parole à Adrien Vergès qui va nous parler des différents types de pulvérisation et des bus qui peuvent y être associés. À vous, Adrien. Alors bonjour à tous, donc voilà, donc je vais démarrer ce webinaire sur les bus de pulvé. Donc voilà, en introduction, je voulais dire que c'était un sujet un petit peu complexe, hein, souvent quand on commence à en parler, tout le monde me dit voilà c'est compliqué, j'y connais rien. Et c'est vrai qu'il y a une grande diversité de buses et qu'il y a plusieurs critères à prendre en compte quand on veut les choisir. Et je vous propose là, dans cette présentation donc d'essayer de diviser ce problème en deux aspects. Donc les buses, elles servent, le choix du calibre des buses en fait, ça va servir à calibrer le débit du pulvérisateur, à gérer la dose qu'on utilise. Ça c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est le choix du modèle de buse
suivi va permettre de raisonner en fait la taille des gouttelettes de pulvérisation qu'on va employer. Et donc ça fait tout de suite écho à la réduction de la dérive, qui est un sujet majeur dans le contexte actuel. Alors voilà, donc j'ai déjà dit, les bus de pulvérisation, ça a un effet sur la dérive, et on retrouve ça en fait de manière peut-être un petit peu indirecte, mais je vais vous expliquer, dans la réglementation sur la question des ZNT et des DSR. Donc les DSR, hein, pour mémoire, les ZNT, je crois que c'est clair pour tout le monde, c'est donc aux abords des points d'eau, hein, les zones qu'on ne peut pas traiter en fonction des produits, il y a des largeurs plus ou moins grandes. Les DSR, c'est le terme exact qui désigne les distances de sécurité restreinte, donc le terme exact pour ces bandes lorsqu'elles sont à proximité des zones habitées. Donc si je reviens aux buses, ben en fait on remarque que dans la liste officielle du ministère de l'Agriculture des techniques de pulvée qui permettent donc de réduire la largeur des ZNT, toutes ces techniques de pulvée qui sont homologuées, elles ont recours à des buses à injection d'air, qui sont c'est synonyme à un bus d'injection d'air de bus anti-dérive. Voilà, donc j'ai remis le lien vers cette liste et vous pourrez le constater. Donc dans cette présentation, je vais vous amener quelques éléments techniques issus de la recherche qui justifient en fait, qui expliquent le fait qu'effectivement des bus anti-dérive qui font des gouttelettes un peu moins fines, ça permet de réduire assez fortement la dérive. Alors, toujours en introduction, pour bien se caler sur ce dont on va parler, quelques définitions qui me semblent utiles. En pulvée viticole, donc il y a 3 grandes technologies de pulvérisation. Et donc voilà, donc je voulais bien préciser ça. Il y en a 2 où on a recours à des buses, et une 3e qui est la plus courante, hein, c'est la pulvérisation pneumatique, où il n'y a pas de buse en fait. C'est simplement on amène du liquide au niveau d'un éclateur, un endroit où il y a une vitesse d'air qui est assez forte, aux alentours de 300 km/h, voire plus. Et c'est en fait l'air qui fractionne la veine de liquide qu'on amène. Donc l'air à la fois fractionne le liquide, donc il produit les gouttelettes, puis il va aussi les transporter, il va les emporter vers là où est dirigé le flux d'air. Donc là, on est en absence de bus. Donc finalement, ce n'est pas trop le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se concentrer sur 2 autres technologies de pulvée. Celle qui s'appelle à jet porté. Donc là, on a des buses et on a aussi une assistance d'air. Donc le principe, c'est que la buse produit les gouttelettes. Ces gouttelettes sont ensuite entraînées, elles sont portées par le flux d'air, d'où le nom de jet porté. 3e technologie, c'est le jet projeté. Donc là aussi, on a des buses. Et la seule différence avec le jet porté, c'est qu'il n'y a pas de turbine, il n'y a pas d'assistance d'air. Donc le transport en fait des gouttelettes entre la buse et la végétation où on veut déposer les gouttelettes se fait uniquement par l'inertie des gouttelettes, c'est-à-dire le liquide arrive sous pression dans la buse et il sort avec une certaine vitesse, et c'est uniquement ça, cette énergie-là, qui va permettre de transporter les gouttelettes, enfin, aux gouttelettes de se transporter jusqu'à la végétation. Voilà, donc un petit peu les trois cas de figure, avec 2 où on a des buses et 1 où on n'en a pas. Et vous avez peut-être vu ma remarque aussi, dans le cas de la pulvérisation pneumatique, contrairement à ce qui se passe pour les 2 autres, on ne peut pas maîtriser la granulométrie. En fait, elle est le résultat d'un ratio entre la vitesse de l'air et la quantité de liquide à fractionner. Mais c'est très mal maîtrisé, ça dépend des diffuseurs, et on n'arrive pas à décrire ça avec un modèle simple. Et donc, c'est parfois aussi inégal entre les différents diffuseurs d'un même appareil. Donc là, c'est la technologie où on n'aura pas de maîtrise de la granulométrie de la pulvérisation qu'on produit. Alors, les différents types de buses, voilà, autre définition importante à poser dès le début de cette présentation. On me dit souvent, oui, c'est compliqué, on s'y perd. Alors, je vous propose de les classer assez simplement, finalement, dans un tableau à double entrée. Sur la première ligne, vous avez tout ce qu'on appelle les buses classiques, ceux qui vont faire des gouttelettes plutôt fines. Ces gouttelettes, vous voyez, la première colonne, elles sont soit, ces buses, elles sont soit à turbulence dans la première colonne, soit à fente dans la deuxième. Alors, les buses à turbulence vont produire un jet de forme conique et creux à l'intérieur, et les buses à fente vont produire un jet plat. Donc, vous avez sûrement vu ces buses-là plutôt en grande culture ou bien pour le désherbage. Pour autant, elles pourraient tout à fait présenter un intérêt pour les traitements de couverture.
Et puis la deuxième ligne du tableau, ce sont les buses à injection d'air, ce qui est complètement synonyme de buses antidérive. Donc elles font des gouttelettes moins fines, c'est le principe. En fait, il y a sur le côté des buses une petite aspiration d'air qui va permettre à l'intérieur, je ne saurais pas mieux vous l'expliquer, de produire des gouttelettes un peu moins fines avec des inclusions d'air. Et donc là aussi, il en existe, soit à turbulence, qui vont produire un jet de forme conique, ou bien à fente, qui vont produire un jet plat. Voilà. Donc ça, voilà, avec ce tableau-là, on a déjà une vue d'ensemble des buses. Et si on va un peu plus précisément, en fait, vous reconnaissez peut-être certaines buses là dans les différentes cases. Alors, une qui est très utilisée, très fréquente comme buse classique à turbulence, c'est la buse ATR de chez Albus, qu'on rencontre très souvent. Et en buse à injection d'air, c'est souvent, on rencontre beaucoup maintenant la buse IDK, donc c'est la buse orange là avec une fente, c'est une buse à fente à injection d'air. Voilà les différentes buses. Et ensuite, quand il y en a plusieurs dans la case, c'est simplement que c'est des buses qui se classent dans la même catégorie, mais qui sont concurrentes entre les différentes marques. Une petite remarque, donc voilà, il y a ce tableau avec ces quatre possibilités. Il y a une petite exception, mais qui a quand même peut-être son importance, c'est ce qu'on appelle les buses à chambre de décompression, qui en fait ont des propriétés intermédiaires entre les buses classiques et les buses d'injection d'air. Elles font une taille de goutte un petit peu intermédiaire. Et ça peut présenter vraiment un intérêt pour notamment les lignes étroites où on doit faire des plus petits débits par buse. Donc voilà, j'en viens à la première partie après cette introduction et ces quelques définitions. Première partie de cette présentation. Quand on choisit le calibre d'une buse, eh bien, ça sert à maîtriser le volume par hectare que l'on emploie et donc la dose de produit qu'on épand. Alors ça obéit tout ça à la formule bien connue qui est mentionnée ici. Le débit total est égal au volume par hectare que l'on souhaite, multiplié par la vitesse d'avancement du pulvérisateur, multiplié par la largeur traitée, divisé par 600, ça c'est pour convertir les unités. Donc ça permet d'utiliser les unités usuelles. Donc en faisant ce calcul, en fait, on va trouver le débit total du pulvérisateur que l'on doit produire pour obtenir le volume par hectare que l'on a ciblé. Ce débit total, on va ensuite le diviser par le nombre de buses que l'on a sur le pulvérisateur. Et grâce à des abacs débit-pression, alors j'en ai mis un petit exemple, là c'est le petit tableau en bas à droite de la diapositive, on va pouvoir choisir la buse qui, à une pression donnée, donne le débit que l'on a ciblé et calculé grâce à la formule que j'ai expliquée au début. Donc ça, c'est le principe assez simple. Alors, en fait, il existe, donc, comme vous le voyez dans le tableau, c'est d'ailleurs un tableau ISO, il existe un code couleur des buses. C'est-à-dire que la couleur, normalement, d'une buse indique le débit qu'elle va produire à une pression donnée. En principe, si toutes les buses répondaient à la norme ISO, toutes les buses orange à 5 bars feraient 0,52, là, tel que c'est entouré dans le tableau. Malheureusement, certaines buses très communes, et notamment l'ATR, dont j'ai parlé, n'est pas une buse ISO, donc on ne peut pas tout à fait se fier à ce code couleur. Il vaut mieux se référer donc au tableau spécifique de cette buse dans le catalogue du constructeur, pour savoir quel débit elle fait. Le commentaire suivant, c'est peut-être là où parfois ça se complexifie un petit peu, c'est que il faut faire ce choix donc du couple buse-pression en respectant bien les recommandations de pression. Alors, par exemple, hein, sur ce tableau, vous voyez que la buse rose à 3 bars, ben, il y a un petit trait. Enfin, d'ailleurs, toutes les autres buses à 3 et 4 bars, là, sauf la lilas. C'est-à-dire qu'elles sont déconseillées par le fabricant pour ces deux pressions qui sont trop basses. Donc, il faut faire attention à choisir finalement une buse avec un bon point de fonctionnement. Autre chose importante à voir, c'est que on choisira la buse pour éviter au maximum le risque de bouchage. Donc, par exemple, ici, admettons que votre calcul vous ait dit que le débit idéal à atteindre, c'était 0,52. Vous voyez dans le tableau, vous aviez deux choix. Vous aviez le choix, la buse orange à 5 bars ou la buse rose à 9 bars. Il me semble que dans ce cas-là, on préférera plutôt, dans la mesure où 5 bars,
reste recommandée par le tableau du constructeur. On choisira plutôt la buse orange à 5 bars pour faire ce débit, parce qu'elle a un orifice plus grand, donc elle risque moins de se boucher. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, je crois, sur lequel peut-être Renaud aura l'occasion de revenir après le webinaire, mais c'est quelque chose d'important d'éviter ce risque de bouchage, notamment quand on utilise des buses d'injection d'air. L'autre remarque que j'avais oublié de faire, c'est que la taille des gouttelettes de pulvérisation diminue avec l'augmentation de la pression. Donc ça, j'y reviendrai aussi. Donc voilà, deuxième partie de cette présentation sur les buses. On a dans une première partie choisi le calibre, hein, je vous le rappelle, donc le débit de la buse. Maintenant, on va choisir le modèle de buse pour, alors notamment, ça peut être très utile pour réduire la dérive. Et donc vous voyez par exemple d'emblée sur cette photo, en fait c'est un pulvérisateur qu'on a équipé à gauche avec des buses classiques et à droite avec des buses d'injection d'air. Et donc visuellement, vous voyez tout de suite qu'il y a beaucoup plus de brouillard sur le côté gauche, hein, où il y a des buses classiques. Et en fait, c'est ce brouillard qui, restant en suspension, est susceptible d'être emporté par les courants d'air et constitué de la dérive. Alors que les buses d'injection d'air vont en causer beaucoup moins. Donc, je vais développer ça avec quelques données. Alors, déjà, voilà, expliquer pourquoi, un premier constat qui est le suivant, c'est que la taille des gouttelettes influence très fortement le potentiel de dérive de pulvérisation. Alors ça, c'est un graphique qui est issu d'une revue bibliographique. Hein. C'est plusieurs chercheurs qui ont fait des essais en tunnel, hein, dans des conditions contrôlées. Ce que vous voyez sur ce graphique, en fait, chaque point là, qu'il soit un triangle, un carré, peu importe, c'est une mesure de dérive. Plus le point est haut, plus ça veut dire qu'on avait une dérive élevée. Et plus ce point est à droite sur le graphique, plus ça veut dire qu'on avait des gouttelettes grosses. Donc, ce que vous voyez, c'est que pour des gouttelettes d'une taille d'environ 100 microns, hein, de VMD, volume médian de diamètre, on a beaucoup de dérives. Et 100 microns, c'est à peu près ce qu'on fait en pneumatique ou avec des buses classiques. Alors que si on approche de 400 microns, on est déjà proche finalement du minimum de dérive qu'on puisse faire. Voilà, donc c'est des granules. Donc finalement, on voit en utilisant des buses qui vont faire des gouttelettes moins fines, on pourra fortement réduire cette dérive de pulvérisation. Alors pourquoi? En fait, c'est directement lié au temps de chute des gouttelettes. Une gouttelette fine va générer, qui est déposée par, c'est ce qu'on voit un petit peu, et on doit cette représentation graphique à nos collègues italiens là, de l'université de Turin. C'est des gouttelettes sur un plan théorique qui sont émises à 30 cm du sol. S'il fait un vent de 5 km/h, que cette gouttelette fait 20 microns, son temps de chute est tel qu'elle va avoir le temps de parcourir 330 mètres. Vous voyez, c'est la flèche bleue. Alors que une gouttelette de 50 microns ne fera que 50 mètres, une gouttelette de 100 microns ne fera que 15 mètres. Vous voyez qu'on réduit très fortement la distance parcourue sous l'effet d'un vent de 5 km par heure. On la réduit très fortement, cette distance, en ayant des gouttelettes moins fines qui, en fait, vont plus rapidement tomber au sol. Donc voilà pourquoi, tout simplement, les buses antidérives permettent de réduire la dérive. Alors, j'en suis bien. Les buses antidérives, si on les compare aux buses classiques, qu'est-ce que ça nous donne en termes de granulométrie? Alors, c'est un graphique un peu compliqué. Vous voyez qu'il est divisé en 3 bandes de couleurs. Alors, la première bande, elle est consacrée aux buses à fente classiques. La deuxième, elle est consacrée aux buses à turbulence classiques. Et la troisième, à une buse d'injection d'air à fente. Et pour chacune des buses, vous voyez qu'il y a 3 subdivisions. Et en fait, ça, c'est 3 formulations différentes des produits. Donc, à gauche, c'est de l'eau simple. Ensuite, c'est une suspension. Ensuite, c'est une émulsion. Et vous voyez, quelle que soit finalement la formulation du produit, on voit que la buse d'injection d'air, dans les 3 cas de figure, a permis d'atteindre donc un VMD, un diamètre médian de gouttelettes de pulvérisation au-dessus de 400 micromètres, alors que les buses à fente et les buses à turbulence sont restés entre 100 et 200 micromètres. Donc voilà pourquoi, si je redéroule tout le fil, les gouttelettes moins fines, ça a un temps de chute plus bref, donc c'est moins emporté par le vent, ça dérive moins.
Et les buses d'injection d'air, précisément, quelle que soit la formulation, elles nous permettent de faire des gouttelettes un peu moins fines. Et donc, elles nous permettent de réduire la dérive de pulvérisation. Alors, la taille des gouttelettes, j'avais déjà commencé à en parler, ne dépend pas que de la buse, elle dépend aussi de la pression. Alors, c'est par exemple ce que vous voyez sur ce tableau extrait du catalogue du constructeur allemand Lechler. Vous voyez ici la petite colonne avec des couleurs et puis des inscriptions VC, C, M. Ça, en fait, c'est en anglais, very coarse, coarse, medium, c'est les tailles de gouttelettes. Et vous voyez qu'en fait, plus on élève la pression, on passe sur ce tableau-là de 1,5 jusqu'à 6 bars, plus on élève la pression, plus les gouttelettes vont être fines. Donc, évidemment, l'objectif, c'est de faire des gouttelettes qui ont pile la bonne taille, puisque des gouttelettes pas trop grosses, on va faire de l'arrosage, on ne va pas faire de la pulvérisation. Des gouttelettes trop fines, on va perdre le bénéfice de la buse antidérive et donc on va faire de la dérive. Donc, vous voyez qu'ici, par exemple, si on cible la taille médium, qui semble tout à fait convenir à l'objectif, il faudra essayer d'utiliser cette buse à 5 bars. Alors ensuite, c'est vrai que les buses d'injection d'air sont parfois, moi quand je vais sur le terrain, parfois assez critiquées. Il y a quelques inquiétudes quant à leur capacité à maintenir une bonne qualité d'application du produit sur la végétation. Alors par rapport à ça, j'ai plusieurs éléments de réponse. Et le premier, c'est des essais qu'on a fait sur le banc d'essai Evas Previti. Donc c'est une vigne artificielle sur laquelle on fait comme si on traitait, sauf qu'on pulvérise en fait un colorant. Et ensuite, on dose la quantité de colorant qui a été déposée sur chacun des compartiments de feuillage de cette vigne artificielle. Et donc les graphiques que vous voyez, ce sont en fait des profils de dépôt de pulvérisation obtenus pour un aéroconvecteur en début de végétation. Donc cette machine, vous voyez, elle est passée entre les deux rangs. Elle a ciblé en incidence directe le compartiment 1 qui est représenté en bleu, et à l'opposé, par contre, le compartiment 4 n'a pas été ciblé directement, il a juste reçu une pulvérisation indirecte quand on est passé un rang plus loin. Donc vous voyez ce profil-là qui n'est pas tout à fait symétrique, et surtout mon propos aujourd'hui, c'est de dire qu'entre l'ATR Lila, donc qui est une buse à turbulence classique, et l'IDK Orange, qui est une buse à fente à injection d'air, les profils ne sont pas différents. Le produit a autant pénétré dans un cas que dans l'autre. Et donc, sur ce critère-là, aucun risque quant à l'utilisation de buses à injection d'air. Le dépôt de pulvérisation sur la végétation, ce qui est l'objectif, est bien maintenu. Si on prend un deuxième exemple, en fait, donc là, on est cette fois-ci en pleine végétation sur le banc d'essai. On a par contre un pulvérisateur à panneau récupérateur. Et on compare là, cette fois-ci, la pulvérisation obtenue avec une IDK Orange, qui est une buse à fente à injection d'air, à une LU verte. Ça, c'est une buse à fente classique. Et donc, le constat est le même. On était à 5 km/h. C'est ça, j'ai oublié de mettre l'unité. Là, c'est les vitesses de lancement. Le constat est le même. Entre les deux buses, pas de différence de profil de pulvérisation. Même si on s'intéresse à la barre orange, qui représente le dépôt au cœur de la végétation, c'est peut-être même plutôt en faveur de la buse à injection d'air, ce qui est peut-être contre-intuitif. Enfin, les mesures s'accumulent et vont dans ce sens-là. Il n'y a pas de problème avec ces buses-là utilisées dans ces conditions-là. Donc, pour aller plus loin sur la question de l'efficacité des traitements lorsqu'on utilise des buses à injection d'air, là, on va s'intéresser non plus seulement au dépôt de pulvérisation, mais à l'efficacité, c'est-à-dire on est allé mesurer réellement la sévérité des atteintes d'oïdium et de mildiou sur différentes parcelles. Donc ça, c'est une expérimentation qui avait été, qui s'appelle EcoPulvé, qui avait été menée par l'IFV. Donc en fait, sur plusieurs parcelles, avec des programmes de traitement viticulteurs maintenus sur l'année. Donc toutes choses égales par ailleurs, en fait, entre buse à injection d'air et buse classique. Donc vous avez sur ces graphiques, les ronds jaunes représentent
les atteintes mesurées pour les vignes qui étaient traitées avec donc, une IDK, c'est-à-dire une buse antidérive. La buse antidérive, c'est ce qui est représenté en jaune. Et ce qui est représenté en noir, c'est la buse classique. Et donc, ce que vous voyez, donc plus le point est à droite, plus ça veut dire qu'on avait de la pression maladie qui est élevée. Hein. Ça, c'est ce qu'on a vu sur les témoins non traités. Et plus le point est haut, plus ça veut dire que dans la partie traitée, on avait des atteintes. Et donc, vous voyez que même avec, donc, par exemple, si je prends le mildiou, on a 2 points isolés là à droite. Donc, même quand on avait 60% d'atteinte dans le témoin non traité, c'est comme ça qu'il faut lire ce graphique, la sévérité sur grappe dans la partie traitée, qu'on soit en IDK ou en TXA, était quasiment identique, hein, si on tient compte des incertitudes de mesure représentées par les petites barres. Vous voyez, finalement, quelle que soit la pression, hein, quelle que soit la position des points selon l'axe horizontal, ben, pas de différence qui se soit vraiment distinguée. On a quand même multiplié hein, les points de mesure entre les deux types de buses. Alors, je voudrais quand même apporter quelques précisions. Parce que si on s'intéresse à certains essais menés notamment par nos collègues d'Arvalis hein, sur les grandes cultures, où ils font parfois ce qu'on appelle de l'ultra bas volume, c'est-à-dire qu'ils descendent avec des volumes hectares très bas et des vitesses d'avancement très élevées. Là, ils ont pu constater, au bout d'un moment, avec des buses qui font des gouttes moins fines, quelques pertes d'efficacité, quand vraiment ils jouaient avec les limites. En fait, au bout d'un moment, en réduisant à la fois le volume hectare et en augmentant la taille des gouttes, eh bien, on se retrouve avec un nombre de gouttes trop faible. Et donc, effectivement, on peut arriver à un moment où on laisse trop d'espace entre les gouttes et on ne couvre pas correctement la cible. Mais cela dit, avec des volumes hectares pas trop faibles, c'est-à-dire notamment, je reviens à la viticulture, entre 150 et 200, même en pleine végétation, on arrive tout à fait à avoir des traitements efficaces. Alors, c'est parfois plus difficile dans le vignoble étroit, parce qu'en fait, en termes de quantité de végétation à l'hectare, il y en a davantage. Et donc là, effectivement, peut-être ça nécessitera une augmentation du volume hectare, hein, si on voulait utiliser ces buses un peu plus importantes. Voilà, donc ensuite, quelques éléments aussi de mesure de dérive, hein, proprement dite. Ce qu'on fait ici à Montpellier, c'est les travaux auxquels je participe. Donc, on a un banc d'essai qui s'appelle Eol Drift. Donc, en fait, ça consiste à installer une soufflerie, vous voyez à l'image, perpendiculaire à 4 rangs de vigne artificielle. Et puis, on mesure, donc on fait une pulvérisation avec un colorant. Donc, toutes les techniques de pulvérisation sont soumises au même vent et vont générer plus ou moins de dérive qui est mesurée par des capteurs qui sont à 5 mètres du dernier rang de vigne sous le vent. Voilà. Donc, comme ça, on peut comparer, toutes choses égales par ailleurs, différents pulvés et différentes buses aussi. Donc, ce que vous voyez, voilà, l'objet de ce graphique, c'est d'abord de comparer 3 buses. Vous voyez que toutes choses égales par ailleurs. On compare ici du pneumatique, alors qui a été mis en base 100, hein, c'est-à-dire peu importe la valeur exacte du pneumatique, on pose que c'est 100. Et vous voyez qu'en buse à injection d'air, on réduit très fortement. On est probablement aux alentours de 10% de ce que faisait le pneumatique. Alors qu'en buse classique, alors sur cet exemple-là, c'est sans doute aussi lié à la pression qui était élevée. Là, je crois qu'on était à 7 bars. En buse classique, on a même plus de dérive que le pneumatique. Donc voilà, finalement, sur un exemple, hein, il faudrait étudier ça de manière plus globale avec davantage de... C'était juste pour montrer un exemple. La réduction de la dérive qui est rendue possible par l'utilisation de buses qui font des gouttes moins fines. Voilà, donc j'en arrive à la conclusion de cette présentation. Donc les deux aspects hein, qu'on a vus. Donc les buses sont un outil qui permettent de calibrer le débit du pulvérisateur et de choisir la taille des gouttelettes de pulvérisation, donc avec l'arrière-pensée de réduire la dérive, c'est ce qu'on a vu, notamment grâce aux buses anti-dérive. Alors ces buses, voilà, j'y reviens aussi, malgré les critiques qu'il peut y avoir parfois, il s'avère qu'elles sont tout à fait efficaces pour réaliser des traitements, à la fois en termes de quantité déposée et à la fois en termes d'efficacité biologique, sous réserve
maintenir des volumes hectares, disons, au moins moyen, quoi, environ 150 litres par hectare en pleine végétation. Et donc, voilà, c'est ça, c'est le dernier commentaire. Hein. C'est vrai qu'effectivement, par rapport à la technologie pneumatique, qui, elle, pouvait peut-être se permettre de descendre un peu plus bas en volume hectare, sans risque de bouchage, les bus d'injection d'air sont peut-être cet inconvénient, qui est de devoir accepter de maintenir ces volumes hectares un petit peu plus haut. Voilà. Donc voilà, merci pour votre attention. Et puis, je pense que voilà, maintenant, je serais ravi de répondre à vos questions. Eh ben, merci beaucoup, Adrien, pour cette belle entrée en la matière. Effectivement, n'hésitez pas à lui poser vos questions. J'en ai recensé quelques-unes déjà. On y répondra tout à l'heure. Juste pour information, je vous ai également mis la présentation PowerPoint, enfin, sous forme de PDF, dans les documents à distribuer parce que ça a été demandé. Voilà, et puis sans plus attendre, maintenant on accueille Renaud Cavalier, qui est conseiller en agroéquipement à la Chambre d'agriculture du Gard et qui va nous partager ses expériences du quotidien avec les vignerons. Bonjour Renaud, merci d'être avec nous. Bonjour à tous et merci d'avoir fait appel à moi pour ce webinaire. C'est très gentil à vous. Je voulais vous demander d'abord pourquoi certains vignerons sont réticents à l'idée d'installer des buses antidérives. Oui, c'est vrai que d'installer des buses antidérives, c'est un changement et tout changement est compliqué dans notre monde agricole. La première chose, c'est que les vignerons, ils sont toujours un petit peu comme Saint Thomas, ils ont besoin de voir pour croire. Et c'est vrai qu'une buse à turbulence type ATR ou TXA, ça fait des gouttelettes très fines. Et les gouttelettes très fines, on les voit et on les voit loin et on les voit longtemps souvent. Lorsqu'on met des buses antidérives sur un pulvérisateur, que ce soit un aéroconvecteur ou que ce soit un jet porté en face par face ou même en voûte, puisque maintenant on commence à avoir des jets portés avec des voûtes, ça se voit beaucoup moins. C'est beaucoup moins visuel et quand on voit pas, on croit pas, on a peur de pas bien faire. Donc on doute et comme l'a bien expliqué Adrien, comme on va faire des gouttelettes plus grosses, on va en faire moins. Donc c'est pour ça qu'il a bien insisté sur le fait qu'il faut augmenter un petit peu le volume hectare pour couvrir. Et comme on voit moins, on croit moins. Voilà. Donc là, je trouve que sa présentation a été très claire pour tout le monde et a montré qu'il n'y a vraiment aucune différence à la fois d'efficacité, maladie et puis de dépôt. On l'a bien vu dans tous ces transparents présentés, c'est toutes ces présentations PowerPoint que on a les mêmes résultats. Donc vraiment, je crois qu'il y a un pas à faire. C'est pas un pas facile, il faut reconnaître, parce que ça peut entraîner d'autres soucis. Entre autres, on a parlé déjà du volume hectare. Ouais, quel autre souci peut y avoir? Quel autre frein? On a parlé du brouillard. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, le frein, évidemment, la buse antidérive, le brouillard, elle n'en fait plus, hein, puisque c'est son objectif numéro 1, c'est de ne pas faire de dérive. Et par contre, le frein, c'est que là, en général, quand on veut maintenir les mêmes volumes hectares, puisque quand on est agriculteur, on veut essayer toujours de faire avec sa cuve un maximum de surface, donc on veut essayer de maintenir. Et les montages actuels, que ça soit en face par face ou je dirais même parfois sur des voûtes, on se retrouve avec un grand nombre de buses, même parfois même sur des pulvérisateurs avec des panneaux récupérateurs, on se retrouve parfois par entre 8, 10 buses par face. Donc on se retrouve en fait avec parfois des buses de petit calibre pour pouvoir essayer de diminuer nos volumes hectares. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Si on monte une buse à fente d'injection d'air d'un petit calibre, par exemple dans la couleur orange, qui est la plus répandue souvent, on s'aperçoit en fait qu'on va boucher beaucoup plus parce que l'orifice est beaucoup plus petit. Alors comment lutter comme ça contre ce bouchage? Il faut d'abord un grand soin dans le nettoyage de la machine après chaque utilisation, ça c'est le premier point, avec un rinçage obligatoire du circuit vraiment de façon parfaite, et surtout la filtration qui doit être bien plus performante que celle qu'elle est utilisée pour un pulvérisateur pneumatique ou même celle qui est utilisée pour des buses à type de buses à turbulence type ATR, où là vraiment on a des buses qui sont beaucoup plus faciles, donc le bouchage est déjà beaucoup moins important. Donc il ne faut pas hésiter à mettre un filtre par face parfois. Et je dirais même, j'ai vu même certains agriculteurs mettre 2 filtres de tronçon
par face, par descente pour 4 ou 5 buses pour être sûr de ne pas boucher. Et surtout, dès qu'on a fini sa journée, démonter ses buses, les faire tremper pour éviter le bouchage. Un autre souci qu'on peut avoir avec un aéroconvecteur, c'est l'air qui va, en fait, souvent lorsque les buses se trouvent dans le flux d'air. Il y a plusieurs types de montage de buses sur les aéroconvecteurs. Il y a des buses qui sont dans le flux d'air, il y a des buses qui sont hors du flux d'air. Pour celles qui sont dans le flux d'air, on peut arriver, par exemple, d'un passage d'une parcelle à l'autre, le flux d'air étant toujours en fonctionnement, peut sécher la gouttelette qui est au niveau de la buse et créer un bouchage aussi de la buse. Donc voilà, ça c'est des points importants qu'il faut surveiller lorsqu'on utilise des buses à injection d'air anti-dérive. Ouais, il y a pas mal de précautions à prendre, si je comprends bien. Je voulais vous demander également, est-ce qu'on peut mixer les buses? Est-ce qu'on peut mixer des buses à injection d'air et des buses à turbulence? Et si oui, est-ce qu'on peut le faire sur tous les pulvérisateurs? Alors, c'est une très bonne question qui est tout à fait intéressante et qui fait peut-être un peu plus réfléchir ceux qui sont en agriculture biologique, qui veulent voir beaucoup d'impact, donc pour des produits de contact, donc beaucoup de gouttelettes. Et c'est sûr qu'avec des buses antidérives, à part si on augmente le volume hectare, comme nous l'a préconisé Adrien, où on va retrouver des quantités d'impact supérieures, sinon on se retrouve avec moins d'impact, donc moins de couverture. Donc certains agriculteurs souvent disent pourquoi pas mettre de la buse à turbulence à l'intérieur de la zone fructifère, là où on veut pénétrer, rentrer dans la zone fructifère, bien couvrir et garder des buses à injection d'air à fente pour la partie haute de la végétation, qui elle est beaucoup plus sensible au vent, à la dérive. Donc oui, la question est oui. Le simple souci, c'est qu'il faut trouver, je dirais, une harmonie entre les débits des buses à fente injection d'air qui sont souvent ISO, comme le laisse rappeler Adrien, et les buses ATR qui sont pas toujours ISO, puisque c'est souvent ces buses-là qui sont montées. Alors, sauf si vous avez des buses ATI de chez qui sont des buses ISO, des buses à turbulence ISO, là on peut retrouver les mêmes couleurs de buses. Sinon, voilà, il ne faut pas hésiter. Et retrouver aussi ces plages de pression qui conviennent, c'est-à-dire évidemment pas monter trop en pression pour des buses d'injection d'air, puisqu'on a vu que leur plage c'est autour de 1, 5, 6 bars, quoi. Voilà, je dirais 1,5 pour la plus petite, 5, 6 bars. Et après, pour avoir un effet encore anti-dérive, parce que si on augmente un peu plus, on va perdre l'effet anti-dérive. Et nos buses à turbulence qui aussi ont leur plage d'utilisation, quoi. Donc ça, c'est quand même un point un peu important, mais c'est tout à fait possible de le mixer, aussi bien sur du face par face AG porté que sur de l'aéroconvecteur. Ok. Et je crois que vous avez un peu répondu à la question que je voulais vous poser ensuite. Je voulais vous demander s'il fallait changer le volume de bouillie apporté à l'hectare avec les buses anti-dérive. Alors, je pense que Adrien a déjà répondu à une partie de ces questions-là. Oui, c'est sûr que si on est qu'en buse antidérive, il faut penser à un petit peu augmenter les volumes hectares pour compenser. Alors, surtout en pleine végétation, hein, en dévégétation, on peut rester, je dirais, sur des volumes hectares bas puisqu'on a peu de surface foliaire à couvrir. Là, en ce moment, on est sur les premiers traitements, deuxième ou troisième. Donc, sur ceux qui sont dans les premiers, deuxièmes, une buse d'injection d'air suffira, ou deux, je dirais une buse, une, deux ou trois par face en fonction de la surface de végétation, mais en général 2 au démarrage. N'hésitez pas à pas mettre d'air, puisque c'est pas utile lorsqu'on a très peu de végétation au départ. Hein. Par contre, avec une buse à turbulence, on va être obligé de mettre de l'air, puisqu'on reste les gouttelettes fines, et si on veut les porter, voilà, c'est l'avantage entre la buse injection d'air et la buse à turbulence, c'est qu'il y en a une en dévégétation qui n'aura pas besoin d'air et l'autre qui en aura toujours besoin pour avoir une efficacité. Et je dirais, voilà, rester dans des plages de pression correctes pour faire des gouttes pas trop grosses et pas trop petites aussi. Hein. C'est-à-dire entre 3 et 5 bars reste une bonne fourchette. Attention de ne pas descendre dans les calibres inférieurs au calibre, je dirais, pour des buses à turbulence au 0,1, c'est-à-dire la orange. Il existe du 0,67 qui est un kaki presque foncé, là qui est quand même une buse avec un risque de bouchage très important. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres astuces, d'autres conseils, d'autres choses à ajouter ou est-ce qu'on passe aux questions parce qu'on a eu quelques questions? Alors peut-être des questions
vont me permettre Adrien et moi, de rebondir. Bah oui, oui, oui. Et puis continuez à poser vos questions. Donc j'en ai répertorié quelques-unes. Alors, il y a Francis tout à l'heure. Juste un petit mot par rapport au bus. Demain, quand même, on va quand même dans ce sens de la pulvérisation. Adrien vous l'a bien montré. Ce webinaire, il est là pour ça. On est en train de petit à petit lâcher de plus en plus de pneumatiques pour des contraintes environnementales et aller vers du jet porté, qui soit en face par face ou en voûte. Il y a un gros travail que fait actuellement Adrien et Sébastien à l'IFV là-dessus pour tester des nouvelles voûtes équipées de buses. Donc, c'est un petit peu pour les agriculteurs qui pensent demain évoluer dans la pulvérisation, changer de machine. Voilà, il faut penser que l'avenir, il est plutôt sur de la buse que plutôt du pneumatique, quoi. D'accord. Excusez-moi de vous avoir coupé. Non, pas de souci. Merci beaucoup. Et donc, oui, je répertoriais les questions. Francis nous a demandé: est-il vrai que les buses anti-dérive diminuent l'efficacité de la pulvérisation par la diminution du nombre d'impacts par centimètre carré de feuillage? Je pense que vous avez commencé à répondre à cette question, mais si l'un d'entre vous veut compléter. Les essais que Adrien a fait le prouvent. Je te laisse la parole, Adrien, et puis on... Oui, non, moi, on a quand même, donc je vous ai parlé des essais éco-pulvés, hein, vous vous rappelez la diapositive là avec la sévérité sur l'atteinte, etc. Donc là, sur tout ce réseau d'essais, il n'y a pas eu de souci. Et puis, on a aussi compilé différents essais menés par les chambres d'agriculture au niveau national. Et là non plus, ça n'avait pas mis en évidence du tout de perte d'efficacité avec les buses d'injection d'air. Ce qui est vrai, et ça, ce qui est vrai, c'est en fait quand on a beaucoup de végétation et des volumes hectares très bas, là on peut se retrouver effectivement peut-être en déficit d'impact. Et donc là, en fait, le traitement à buse d'injection d'air pourrait être moins efficace, mais il suffirait de réaugmenter un petit peu le volume hectare pour que ça passe. Voilà. Donc, quelques difficultés nous ont été rapportées aussi dans le contexte du vignoble étroit. Hein. En fait, si vous voulez, on a des rangs plus étroits, donc on a plus de feuillage, quantité de feuillage à l'hectare. Donc, on étale finalement les gouttelettes sur davantage de surface de végétal. Donc, effectivement, là, dans une vigne étroite vigoureuse, si on reste à 100 litres, ça devient critique, quoi. Mais avec des volumes hectares assez usuels ou en les remontant un petit peu par rapport aux habitudes actuelles avec le pneumatique, on arrive toujours à avoir de bonnes efficacités avec les buses d'injection d'air. D'accord. J'ajouterais juste un petit point, c'est la pression aussi. Privilégier des pressions autour de 3 à 5 bars pour avoir quand même des gouttelettes pas trop grosses, mais suffisamment grosses pour pouvoir lutter contre la dérive, mais pas trop grosses non plus. Et ça parce qu'en fait, il faut savoir que la vitesse à laquelle, l'inertie, comme nous l'a dit tout à l'heure Adrien, à laquelle va sortir la gouttelette est beaucoup plus importante sur une buse anti-dérive injection d'air à fente que sur une buse à turbulence. Donc, plus la pression est élevée, plus l'inertie sera importante et plus l'efficacité de la gouttelette sur la cible le sera aussi, quoi. D'accord. On a beaucoup d'exemples en vigne large autour de nous, de gens qui travaillent à 6 km/h, en face par face, en bio, donc en agriculture biologique, donc en produit de contact, donc en produit assez difficile à passer et à la fois aussi qui nécessite une qualité de pulvérisation vraiment optimum, on le sait, en bio on doit être les cadors de la pulvée, voilà, avec des fonctionnements et des réussites, quoi. Sylvain Laurent nous demande si on réalise des économies de produits phyto avec des buses anti-dérive. Alors oui, on peut. En fait, comme on l'a vu là, les dépôts sont maintenus, voire augmentés. Les dépôts de quantité de produits sur la végétation, hein, pour une même dose employée à l'hectare, en fait, on va déposer davantage de produits sur la végétation. Donc, on peut se permettre, alors, quand on dit des économies de produits, attention, il ne faut surtout pas, à mon avis, avec ce qu'on vient de dire, réduire le volume hectare. Par contre, il faut utiliser une bouillie un peu plus diluée et faire des économies de produits par ce biais-là. Je pense que c'est tout à fait possible. L'autre point que ça m'évoque, c'est quand elles sont montées dans les panneaux récupérateurs. Alors, je ne sais pas si c'était la question.
Mais sachez aussi, on l'a pas encore dit, que ce sont les bus d'injection d'air par rapport aux bus classiques qui vont optimiser la récupération des pertes, hein. C'est-à-dire que, par exemple, quand on traite une vigne et qu'il y a un manquant, avec un panneau récupérateur, on va pouvoir récupérer une partie de la PUV qui est émise à cet endroit où il n'y a pas de végétation. Et bien, on va davantage récupérer de bouillie avec des bus d'injection d'air qu'avec des bus classiques. Donc là aussi, c'est une source d'économie de produits à ce niveau-là. D'accord, merci. Ensuite, on a Elsa Picard qui nous dit « Bonjour, une petite précision pour les litres par hectare sur des densités très hautes de 8000, 10 000 pieds hectare. » Alors là, ça devient très, très technique. Disons que oui, effectivement, comme je l'ai dit, hein, c'est là où ça peut devenir critique, hein, d'après ce que j'entends dans mon réseau, quoi, ce qu'on me revient. Donc, effectivement, je pense qu'en dessous de 200 litres hectare, hein, dans des plantations, enfin, j'ai pas fait le calcul, là, mais c'est des plantations à 1 mètre, je pense, ça. En dessous de 200 litres hectare, ça va être très compliqué d'utiliser des bus à injection d'air. Et d'ailleurs, pour deux raisons, hein, pas seulement pour la question de l'efficacité, aussi en fait pour la question du bouchage. Parce qu'en fait, on va, comme on a plus de sorties de pulvée concentrées sur une petite surface, parce qu'en fait, il faut au moins 3 buses par phase de rang. Ben, du coup, on est obligé d'utiliser, si on veut faire un petit volume hectare, on est obligé d'utiliser le calibre 0067, là, qui est vert olive, et qui est très bouchant. Donc finalement, je pense qu'il y a deux motivations à remonter si on veut absolument utiliser des bus d'injection d'air et réduire sa dérive dans ce contexte-là avec des hautes densités. Je pense qu'il faut accepter de remonter les volumes hectares à au moins 200 litres hectare. Ok. Ok, ensuite, Christophe Barbeau nous demande « Les buses antidérives sont-elles plus appropriées pour les traitements à base de contact permettant une bonne couverture alors que les buses classiques seraient plus favorables aux produits systémiques ?» Oui, oui et non, quoi. C'est sûr qu'on prend moins de risques avec des petits volumes hectares sur un produit systémique. Si on doit maintenir un volume hectare pour essayer d'optimiser le temps de chantier, etc., puisqu'on va avoir ce produit qui va être véhiculé par la sève, donc à partir du moment où il y a une partie de la végétation qui est touchée, ça peut suffire. On l'a dit tout à l'heure, si on arrive à vraiment augmenter le volume hectare, avoir un grand nombre d'impacts avec des bus antidérives à injection d'air, on compensera sans problème le phénomène de produit de contact et la couverture aussi. Je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, il faut arriver on passe en gros de 150 à 200 microns sur de la buse à turbulence, à 300 à 400 microns pour faire simple en moyenne sur de la buse à injection d'air. Alors on va pas doubler le volume hectare, hein, mais franchement l'augmenter de façon à couvrir, puisqu'en fait comme on sait qu'on en perd beaucoup avec des buses à turbulence, hein, on ne peut pas imaginer tout ce qu'on peut perdre. Alors en pleine végétation un peu moins, mais en début de végétation énormément. Donc je dirais avec de la buse injection d'air avec des pressions un peu élevées autour de 4-5 bars, on arrivera à avoir une couverture qui permettra de passer sans problème des produits de contact. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a l'expérience chez nous sur des végétations en ligne large de façon régulière et sans souci, quoi, que ce soit sur du face par face en jet porté, que ce soit sur du flux tangentiel. Aujourd'hui, on a d'excellents résultats aussi avec des bus antidérives à injection d'air. Voilà. Donc, ou même de l'aéroconvecteur haut de gamme, où on a de la buse à injection d'air et des bons résultats aussi. Voilà. Par contre, la plage, c'est plutôt 150-200 que 100-125. Ok. J'ai une question très technique d'André Dischler qui nous demande quelle est la pression d'une buse TVI 80 0075. Est-ce que ça vous parle et est-ce que vous pouvez y répondre? Ici, la pression quoi? La pression minimum? La pression minimum, c'est la question. La pression M, donc je suppose que c'est la pression. Le constructeur démarre les roses et 80 075 à 5 bars. Il préconise ça, minimum. Et le calibre en dessous, qui est la 80 0050 à 7 bars. Voilà, ça c'est le minimum que propose le constructeur en bus. André
médium. Oui, alors les TVI, attention, c'est vrai qu'elles sont, elles ont, enfin comment dire, cette question de la pression, elle va dépendre du modèle de buse. Elle est assez complexe, donc je comprends la question. En fait, les TVI, donc c'est des buses à injection d'air et à turbulence, elles produisent un jet conique, et elles ont tendance à faire des granulométries plus grosses que d'autres buses à injection d'air. Et donc du coup, pour compenser un petit peu ça et revenir dans le médium, moi j'ai tendance à les conseiller à des pressions un peu plus élevées, avec vraiment là pour le coup un minimum de 5 bars, et voire au-delà, quoi. Alors, il faut faire attention. Sur un aéroconvecteur, ça pose pas de problème de mettre ces pressions-là. Lorsqu'on est sur de l'uniface ou parfois du face par face à jet porté, selon le type de constructeur, parfois dans des circuits avec des pompes basse pression, un maximum 20 bars, et des circuits qui sont pas faits pour dépasser 4 ou 5 bars. Donc attention à l'utilisation de ces buses sur des pulvérisateurs dont les circuits ne sont pas prévus pour monter à des pressions, je dirais jusqu'à 10-15 bars, quoi. Voilà. Ok. Moi, c'était très clair et André vous remercie tous les deux pour cette réponse. Avec plaisir. Ensuite, j'ai une question de Raphaël Gonzalez qui demande quels sont les ratios d'évaporation des gouttelettes en fonction de la température et de l'humidité relative. Donc, de combien faudrait-il augmenter le volume hectare de bouillie? Oui, alors ça, effectivement, c'est une bonne remarque. Alors, je ne vais pas pouvoir donner de chiffres précis parce que c'est quand même un phénomène assez complexe, mais je vais quand même peut-être exprimer quelques tendances et quelques principes. Plus une gouttelette est fine, plus en fait, en proportion du volume qu'elle représente, on a une surface d'échange avec l'air qui est importante. Donc en fait, plus une gouttelette est fine, plus elle est susceptible de s'évaporer rapidement. Déjà parce qu'il y a peu de liquide, et en plus parce que le peu de liquide qu'il y a est très exposé en proportion. Donc précisément, dans des conditions séchantes, à mon avis, ça peut être intéressant, hein, donc avec des faibles hygrométries, de remonter un petit peu les tailles de gouttes pour éviter de faire non pas des gouttelettes fines, mais des gouttelettes ultra fines. Parce qu'en fait, on émet des gouttelettes qui font une centaine de microns et elles vont en plus se réduire dans l'air, rien qu'en étant transportées entre le pulvé et la végétation. Voilà. Donc, alors ensuite, chiffrer, ça, c'est plus compliqué, mais les principes, ce sont ceux-là. Okay. Moi, j'avais quelques infos de durée de vie ou de distance de gouttelettes par rapport à l'hygrométrie et à la température. Alors, c'est des données que j'ai depuis quelques années. Je ne sais pas si elles sont super fiables, mais bon, elles ont quand même été faites à un moment avec des résultats qui sont quand même intéressants. Alors, je suis en train d'essayer de les retrouver. Peut-être qu'on va passer notre question avant que je les retrouve, parce que sinon… On peut passer à une autre question parce qu'il y en a beaucoup. Alors, d'accord. Le temps de… Alors, plouf, plouf. Francis nous demande si l'utilisation de mouillant est bénéfique aux buses antidérives. Alors, ça dépend sur quel aspect. Sur la question de la réduction de la dérive, à mon avis, non. L'effet prépondérant, c'est l'effet buse. Hein, tous les adjuvants qui sont parfois vendus avec la mention antidérive, ce que je vous ai montré, hein, vous vous rappelez du graphique peut-être, hein, où quelle que soit la formulation et le type d'adjuvantation, en fait, ce qui influençait vraiment de manière première et majeure la taille des gouttelettes qu'on produit, c'est le type de buse, de manière prépondérante. Après, il y a d'autres, là j'ai parlé de taille des gouttes et de réduction de la dérive. Les adjuvants ont par contre d'autres propriétés, là je maîtrise moins le sujet pour être tout à fait honnête, sur l'étalement des gouttelettes une fois qu'elles atteignent le végétal, l'aide à la pénétration des substances actives dans la cuticule des végétaux. Donc tout ça, là, ces propriétés-là, ça c'est autre chose. Mais si la question portait uniquement sur la dérive, je peux dire que non, l'effet prépondérant, c'est la buse. Et on n'a encore rien identifié au niveau adjuvantation qui est un effet similaire. D'accord.
Question de Loïc Padois qui nous dit « Bonjour, travaillez-vous sur les notions de modulation des vitesses d'air en fonction des bus utilisés? Flux d'air plus ou moins puissant en fonction des tailles de gouttes produites. » Au sujet. Alors, comment dire, pas de quelques constats et quelques tendances. Effectivement, c'est logique. On en a déjà parlé un petit peu tous les deux avec Renaud. En fait, on fait des gouttelettes avec des bus d'injection d'air, notamment à fente, des gouttelettes qui sont un peu moins fines et qui ont une vitesse d'éjection, de sortie des bus un peu plus élevée. Et donc, finalement, elles ont plus d'inertie et elles ont donc moins besoin d'être portées par l'air, comme peuvent l'être, par exemple, des gouttelettes hyper fines qui ont tendance, si on ne soufflait pas, à stagner et qui n'ont pas de vitesse propre. C'est un petit peu comme si on lançait, je prends souvent cette image. Si je lance un petit caillou ou une plume, le petit caillou il va continuer sa trajectoire et la plume elle va rester devant sans parcourir. Voilà. Et c'est un peu les gouttelettes fines comme des plumes. Et donc on peut probablement, enfin c'est même on l'a quand même vérifié, mais c'est difficile pour répondre précisément à la question de Loïc de quantifier ça. On a vérifié qu'effectivement on pouvait réduire les vitesses d'air avec des bus d'injection d'air, notamment à fente. On peut même, comme l'a dit Renaud, sur les premiers traitements, carrément couper la turbine sur certains pulvés qui ont des diffuseurs suffisamment proches de la végétation, en gros à 40 cm. On peut tout à fait couper la turbine, faire d'importantes économies d'énergie, de carburant, et obtenir un très bon résultat. En 2013, déjà, on avait publié une fiche premier traitement, je ne sais pas si tu te rappelles, Renaud, où on conseillait d'utiliser, parmi ce qu'on proposait, il y avait quelque chose carrément sans air, avec ces bus-là. Donc effectivement, entre sans air et puis après, quand il y a un peu plus de végétation, faut quand même, je pense, amener de l'air pour brasser la végétation. Et ça serait intéressant, oui, d'essayer de quantifier et d'optimiser finalement l'utilisation de l'énergie des pulvés et pour réduire ces vitesses d'air. Le gros souci, c'est que on n'a pas une ventilation la même, pas une turbine les mêmes sur chaque pulvé. Donc, on ne peut pas dire, tiens, à 400 tours, ça suffit, ou à 300 tours, plus de force, ça suffit. Chaque pulvé, chaque diffuseur est différent. Et donc, il faudrait arriver à mesurer des vitesses. Et Dieu sait si on en parle souvent dans le groupe Performance Pulvé, l'importance de ces vitesses d'air. Mais il n'y a pas que la vitesse qui compte, il y a le volume aussi. Donc, c'est assez complexe et tout le monde n'a pas du matériel pour pouvoir mesurer des vitesses d'air à certaines distances. Et je rebondirai sur ce que vient de dire Adrien sur ces 40 cm. On a beaucoup parlé de bus antidérive. Et il faut savoir aussi qu'elles vont imposer aussi une distance de 40 cm maximum entre la végétation et la buse sur du jet porté. Et ça, je dirais, on n'avait pas ce souci-là avec des pneumatiques. Là, on va se retrouver avec des volumes d'air beaucoup plus faibles et donc une optimisation de la pulvérisation par une distance buse-végétation qu'il faut respecter. Donc ça, c'est quand même une contrainte supplémentaire à rajouter. C'était d'ailleurs une des questions. On nous demandait quelle est la distance maximale entre les buses et le feuillage pour du face par face. Ça rejoint un peu. De 40 à 50, on a vu ça avec le tout. Là, c'est Adrien vous dira mieux que moi. Ils ont fait beaucoup de tests là-dessus et on voit la limite dès qu'on s'éloigne. Voilà, tout à fait. C'est là la préconisation disons moyenne sur l'ensemble des pulvés qu'on a pu tester sur le banc d'essai se situe entre 40 et 50 cm de distance entre la buse et la première feuille qui est ciblée. D'accord. Bon, il est 59, l'heure tourne, on avait dit 1 heure. Je vais poser encore 2-3 questions. On nous demande pourquoi on parle toujours de volume de bouillie par hectare et pas de volume de bouillie par mètre carré de surface foliaire. Je suis d'accord. C'est la réglementation qui est aussi faite. Les produits, l'autorisation de mise sur le marché des produits mentionne une dose par hectare. Et effectivement, c'est très critiquable sur bien des aspects parce qu'on s'aperçoit du coup que c'est la même dose homologuée en début de campagne avec 4 ou 5 feuilles étalées quand on fait le premier traitement et puis la pleine végétation du mois de juillet. Alors qu'on se doute bien qu'il y a beaucoup moins de surface de feuilles à couvrir dans le contexte du début de campagne.
Alors par rapport à ça, donc la réglementation, je pense, c'est assez figé, même s'il y a quand même quelques évolutions. Et au niveau européen, il est question d'homologuer les produits en fonction de ce qu'on appelle le LWA. Bon, c'est finalement les mètres carrés de haies foliaires. Donc il y aurait une dose qui serait, je dis par exemple 2 litres pour 10 000 mètres carrés de haies foliaires. Et là, ça permettrait finalement une adaptation au stade de croissance de la végétation. Et l'enjeu, bien sûr, c'est que l'utilisateur, le viticulteur, respecte le mode d'emploi du produit en réduisant sa dose en début de végétation. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et en cas de litige, ça peut être compliqué. Donc l'enjeu, effectivement, que ces autorisations de mise sur le marché et cette expression de dose, ça s'appelle, soit modifiée, et il se situe à ce niveau-là. Ouais. Ok. Et je rajouterais qu'on travaille aussi, nous, dans le cadre de projets sur l'agriculture de précision et la pulvérisation en particulier de précision. On travaille en fait à cette question-là, hein, à construire des modèles qui permettent à partir de caractéristiques physiques de la végétation, calculer une dose idéale adaptée, voilà, à cette quantité de végétation. Donc on travaille aussi avec des capteurs, donc un capteur LIDAR, hein, qui est un capteur un peu high-tech, on va dire, voilà, qui permet de scanner la végétation, et donc on traduit cette information LIDAR en une information dose. Voilà, donc ça pourrait à l'avenir peut-être permettre d'adapter les doses à la végétation. Ok, merci. Et en parlant d'avenir, j'ai une dernière question un peu d'ouverture de Benjamin Bertrand qui nous demande si on va à plus ou moins long terme vers une interdiction des pulvérisateurs pneumatiques, selon vous, messieurs. Moi, vous savez, il y a 25 ans que je fais ce métier. Il y a 25 ans, on me disait il n'y aura plus de canons. De gros canons qu'on utilise dans les... Et aujourd'hui, on a encore des gros canons. Donc, alors certes, heureusement, de moins en moins utilisés, parce que celui-là, au niveau de la dérive, c'est vraiment pas top. On l'a clairement affiché dans le dernier ouvrage qu'on a fait avec Adrien et Sébastien sur le choix du pulvérisateur. Vous pourrez trouver un petit peu partout maintenant, puisque c'est le mois de janvier, où on a un petit peu incité sur le choix des pulvérisateurs par rapport à tous ces problèmes environnementaux. Voilà, après, c'est pas nous qui faisons les réglementations. Je sais pas si Sébastien tiens sait un peu plus là-dessus. Moi, je pense que ouais, l'interdiction, j'ai pas entendu dire, et puis c'est pas du tout pas forcément informé de ça en premier lieu. Après, je voudrais quand même faire le constat que vous avez vu finalement de ce que j'ai dit là au début, les matériels homologués pour la réduction des ZNT, dedans il y a, à une exception près, il y a aucun pneumatique en fait. Oui. Et donc il y a déjà finalement, même si c'est pas une interdiction pure et dure, hein, il y a déjà quand même des contraintes réglementaires de fait qui sont appliquées sur ces appareils-là. Ah, ok. Très bien. Je pense qu'on va arrêter ici. Merci beaucoup à tous les deux. C'était vraiment super intéressant. Merci à vous pour vos super questions aussi. J'espère que ce webinaire aura bien enrichi vos connaissances. Si jamais vous avez des remarques, n'hésitez pas à nous aider à nous améliorer en répondant au petit questionnaire qui vous sera proposé en quittant le webinaire. Sachez également que vous recevrez un lien pour visionner le webinaire en replay ou le partager à vos collègues, confrères, qui vous voulez. Et puis, on nous annonce déjà un été chaud et sec. Alors, on a prévu de se retrouver pour un nouveau webinaire le 1er juillet sur l'irrigation. Donc, on vous attend nombreux. Très bonne fin de journée à tous et à bientôt. Bonne soirée. Au revoir. À bientôt. Au revoir.